Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier deux personnes, Nathalie et Hugues, qui ont soutenu le podcast. Je vous en dis plus sur comment vous pouvez soutenir ce podcast à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Alors en général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 60, Marthe et les chiens de chasse au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Bonjour à toutes et à tous. Alors vous l'entendez déjà tout de suite, je ne suis pas dans le studio habituel de Passion médiéviste, non, je suis aujourd'hui à Bordeaux pour cet enregistrement, donc il y aura peut-être un petit peu des bruits parasites derrière, je m'en excuse d'avance, mais je pense qu'en général, le son sera bon. Aujourd'hui pour cet épisode, je reçois Marthe Tcherbakov. Bonjour Marthe. Bonjour Fanny. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui, parce que tu fais une thèse sur le sujet, alors tu m'as dit ça change encore un petit peu parfois, mais c'est innovation dans les traités hispaniques de vénerie 13e, 16e siècle. Donc c'est une thèse commencée en 2019 sous la direction de Julia Roumier à l'université Bordeaux-Montaigne. Et avec toi Marthe aujourd'hui, nous allons parler de chasse et de chiens. Moi j'aime beaucoup les chiens, donc je suis trop contente, on va parler de chiens aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Le sujet de ma thèse est la continuité en fait du sujet sur lequel j'ai travaillé pour mon mémoire de master que j'ai soutenu en 2017, un master en études hispaniques, et j'avais très envie de travailler sur le Moyen-Âge hispanique et en particulier sur la circulation des savoirs sur la péninsule ibérique. Et ma directrice de mémoire de l'époque, qui est maintenant ma directrice de thèse, Julia Roumier, m'a conseillé de m'orienter vers la fauconnerie, donc la chasse au vol. Dans un premier temps, j'étais pas certaine que ce soit un sujet qui corresponde vraiment à ce qui m'intéressait. Et puis finalement, j'ai compris que c'était tout à fait le sujet sur lequel je voulais travailler, puisque ça m'a permis d'étudier le premier traité de chasse en castillan, donc en espagnol, qui est en fait la traduction réalisée au XIIIe siècle d'un texte en arabe, qui lui avait été rédigé au IXe siècle sous le califat abbasside. Cela m'a permis de voir à quel point les traités de chasse sont des canaux de transmission d'un savoir, d'une culture, d'une science. Et cela m'a permis également de voir à quel point ils s'inscrivent dans des dynamiques politiques qui sont plus importantes. Et là maintenant, dans ta thèse, qu'est-ce que tu veux montrer ? Je veux montrer comment est-ce que, à travers ces traités de chasse, se produit la construction progressive d'un savoir sur les animaux. Je voudrais montrer comment ce savoir zoologique, il évolue au fil des siècles, mais aussi comment évolue son usage et ses enjeux au fil donc de la période que j'étudie. C'est pour ça que je les étudie au prisme de l'innovation. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi, au-delà du savoir même, de l'intérêt pratique de ces traités, comprendre les intérêts politiques, statutaires, linguistiques, scientifiques que peut représenter la mise à l'écrit de ces savoirs dans les traités de chasse. Et alors sur quel espace géographique tu travailles ? Parce que tu spécifies bien hispanique. Mais donc hispanique, c'est pas Espagne, c'est ça ? Non, oui, c'est différent. C'est un peu anachronique de parler d'Espagne au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on emploie plutôt le terme d'hispanique. Et à travers ce terme, même plus précisément, il s'agit des traités en castillan. Donc ce sont des traités qui sont rédigés en langue vernaculaire, en castillan, c'est-à-dire en espagnol, donc ni en portugais, ni en catalan, ni en latin, mais en castillan. Donc l'espace géographique sur lequel je travaille, il se situe sur la péninsule ibérique, donc cette partie de l'Europe de l'Ouest qui se situe au-delà des Pyrénées, sur laquelle se trouvent aujourd'hui le Portugal et l'Espagne. Mais cet espace, il évolue puisqu'il évolue en fonction du facteur linguistique, puisque je m'intéresse aux traités qui sont rédigés en castillan, qui est une langue dont l'usage s'impose progressivement ou est imposé progressivement dans le royaume de Castille et Léon, et puis au fil des siècles dans toute la monarchie hispanique.
Et quel est le contexte historique de l'époque sur laquelle tu travailles? Parce que je l'ai dit, donc tu es du XIIIe au XVIe siècle. Il se passe beaucoup de choses dans la région quand même à ce moment-là. Oui, en effet, c'est une période qui est très longue, qui commence au XIIIe siècle avec, comme je l'ai dit, le premier traité de chasse en castillan et qui prend fin au XVIe siècle, voire même au début du XVIIe siècle. Ouh là là, Donc tu vas loin. Oui, donc c'est une période qui est longue, pendant laquelle il se passe évidemment beaucoup de choses en termes politiques, culturels. C'est une période qui connaît de nombreuses mutations puisqu'elle se trouve à cheval sur ce qu'on appelle le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est au XIIIe siècle et jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est l'époque de la Reconquête, de ce qu'on appelle la Reconquête, qui désigne l'expansion progressive des royaumes chrétiens sur la péninsule ibérique face à l'Andalous, donc les royaumes musulmans installés sur la péninsule ibérique depuis le 8e siècle. Donc c'est la période de la Reconquête qui se termine en 1492 avec la prise du royaume de Grenade. Et puis c'est un processus d'expansion qui se poursuit avec, à partir de la fin du XVe siècle, aussi la colonisation du Nouveau Monde. Donc en effet, c'est un contexte historique qui évolue beaucoup. Et c'est intéressant justement de voir à quel point ce contexte historique peut avoir une influence sur ces textes et comment ces textes sont conditionnés ou s'inscrivent dans ce contexte géopolitique. Tu vas travailler seulement sur les textes produits par le côté du coup chrétien hispanique. Tu n'as pas étudié de textes en arabe? Alors non, je ne travaille pas sur des textes en arabe, mais indirectement, je les étudie ou j'en étudie une partie, puisque le premier traité de chasse en castillan est la traduction d'un traité arabe. D'accord, moi je trouve ça passionnant, le sujet de la transmission du savoir par la civilisation arabe jusque au Moyen-Âge. On avait parlé notamment dans l'épisode sur la philosophie au Moyen-Âge, on avait parlé justement de comment les textes antiques avaient été transmis par les Arabes pour revenir jusqu'en Europe au Moyen-Âge. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse parler de ça parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez quand on parle de Moyen-Âge. Alors, bien sûr, on va parler des chiens de chasse précisément, mais déjà, on va parler un peu de la chasse au Moyen-Âge en général. Marthe, explique-nous comment est-ce que l'on chassait au Moyen-Âge? Bon, là, bien sûr, on se place dans la région hispanique, donc j'imagine qu'il y a un peu des spécificités aussi. Oui, alors je pense que d'abord, c'est important de faire une distinction, d'une part, des chasses qui sont des chasses populaires, qui sont des chasses au petit gibier, pratiquées par le peuple, un petit gibier qu'on attrape avec des pièges, qu'on attrape par la ruse. Ce sont des chasses populaires qui ont une fonction de subsistance et qui font l'objet de restrictions par la législation, qui cherche bien souvent à favoriser le monopole des chasses aristocratiques sur ces chasses populaires. Et ces chasses populaires doivent se distinguer des chasses aristocratiques, c'est-à-dire de la volerie et de la vénerie en particulier, qui sont des modalités synégétiques, donc des modalités de chasse différentes. Elles se pratiquent avec des animaux différents, elles demandent des qualités et des savoirs et des techniques différents, mais elles reposent toutes deux sur la relation entre un homme et un animal qui coopèrent en quelque sorte, qui travaillent conjointement pour attraper une proie. Donc, ils travaillent conjointement vers un même objectif. Et donc, ces deux formes de chasse reposent sur le dressage des chiens ou sur l'apprivoisement des oiseaux. Et ce sont des chasses qui sont réservées à l'aristocratie de fait parce qu'elles représentent des coûts très importants du fait des hommes qui sont impliqués dans ces chasses et évidemment des animaux qui peuvent coûter cher, dont l'entretien aussi représente des frais importants puisque il faut les nourrir, il faut les soigner, ils demandent le soin permanent d'un personnel au service des seigneurs qui sont donc en charge de ces animaux. D'ailleurs, il est possible que dans quelques épisodes, je fasse un épisode sur la fauconnerie au Moyen-Âge. J'ai déjà reçu une proposition de sujet là-dessus, donc bon, on tease un petit peu là aussi. Et est-ce que tout le monde chasse au Moyen-Âge? Donc, tu l'as dit, effectivement, il y a une distinction déjà de façon sociale entre la chasse plutôt populaire et la chasse aristocratique. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose de répandu, genre tout le monde chasse au Moyen-Âge? Je ne sais pas si tout le monde chasse au Moyen-Âge. En tout cas, ça fait partie du quotidien des nobles. Les femmes peuvent chasser aussi. Elles pratiquent surtout la fauconnerie, pas vraiment la vénerie, puisque c'est une chasse qui est connotée de façon assez masculine dans les traités, qui est associée à la virilité, qui demande du courage, de la force, et qui est donc réservée aux hommes. Et quels sont les animaux que l'on chasse, donc, à cette époque-là? Les traités mentionnent principalement les ours, les sangliers et les cerfs. Ça ne veut pas dire pour autant que d'autres espèces ne sont pas chassées, mais ça indique en tout cas peut-être la noblesse de ces proies. Ces traités sont des traités aristocratiques, et donc ils font référence à des chasses aristocratiques. Ils ne mentionnent pas, par exemple, la chasse ou les battues de loups qui ont lieu, mais qui ne sont pas mentionnées dans ces traités.
Et donc tout ce qui est plutôt les petits animaux, genre les cailles, enfin des choses comme ça, est-ce que c'est juste pas mentionné parce que c'est pas assez noble ou c'est plutôt réservé peut-être aux personnes un peu plus populaires ? Je pense que ça n'est pas une proie forcément de la vénerie et de la vénerie telle qu'elle est pratiquée par l'aristocratie. On peut trouver avec la pratique de la fauconnerie, en revanche, oui, la mention à des proies plus petites, mais elles ne sont pas mentionnées dans le cadre de la vénerie. Parce que voilà, toi tu étudies la vénerie. Donc la vénerie, on l'a un petit peu dit, c'est la chasse avec les chiens. C'est ça ? Oui, en effet. Alors, la vénerie, ça désigne en fait la chasse au gros gibier. Donc, ça peut faire aussi référence à la chasse qui est pratiquée avec des pièges, avec des filets, avec des arbalètes. Mais principalement, l'aspect qui est développé dans ces traités, c'est l'aspect le plus noble, donc la chasse pratiquée, oui, avec des quadrupèdes, de façon générale. Ce sont principalement des chiens, mais on trouve des traités dans lesquels il est question de chasse pratiquée avec des léopards. Non, waouh. Ou bien des chasses pratiquées avec des furets également. Mais moi, je m'intéresse davantage à la chasse vraiment pratiquée avec des chiens. Donc ça veut dire quand même qu'au Moyen-Âge, il y a des personnes qui ont apprivoisé des léopards et des furets pour chasser des ours. Juste les personnes s'imaginer ça, enfin, c'est quand même assez incroyable. Ça devait être assez classe quand même, la chasse avec son léopard à côté. Mais bon, là, on va parler seulement des chiens. Alors, quels sont les rôles des chiens lors de ces chasses ? Les chiens peuvent avoir plusieurs rôles qui sont déterminés par leur race. Alors, c'est un terme anachronique puisqu'on ne parle pas de race, évidemment, dans les traités médiévaux. Il existe des chiens courants qui sont ceux qui suivent le gros gibier. Il y a des chiens limiers qui sont des chiens qui sont tenus en laisse et qui sont utilisés pour leur flair, pour suivre des proies, ou encore d'autres types de chiens comme des lévriers qui sont des chiens de force et qui permettent de maintenir la proie sur place. Les chiens remplissent donc des rôles différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un rôle fondamental, ils sont indispensables à la chasse, à cette forme de chasse, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de les dresser, de les soigner, et à travers le dressage, de les façonner en quelque sorte, pour qu'ils répondent aux besoins des hommes, et c'est à ça que servent les traités de chasse. Et dans ces traités de chasse, justement, qu'est-ce qu'on apprend sur comment sont formés les chiens, comment ils sont dressés ? Les traités montrent bien comment le contrôle de l'homme intervient avant la naissance même des chiens, parce que les géniteurs sont sélectionnés pour fabriquer des chiens qui sont compétents et qui répondent aux besoins des hommes. Et puis, tout au long de leur vie, ils sont éduqués, ils sont dressés. Ça passe notamment par un système de punition et de récompense. Le chien qui agit mal est puni. On lui met par exemple la laisse entre les pattes pour que la chasse soit difficile. S'il râle beaucoup, certains auteurs nous disent qu'il est bon de les envoyer chasser avec un très très bon veneur, donc avec un très très bon chasseur, dans des endroits abrupts et reculés où la chasse est difficile, que surtout ils n'y prennent aucun plaisir. Et mais c'est les comme ça pauvres. Et c'est comme ça qu'on apprend. Bon, assez rôté. Sacrebleu, j'ai dit assez. Ah, d'accord. Tu as compris ton défaut à la chasse. Oh, c'est toi le coupable. Me traiter comme un bébé, c'est une erreur. Et n'empêche que ces bestioles, je les ai bien poursuivies pour toi. Le flair et la rapidité, c'est très joli, mais il faut faire fonctionner tes ménages. Tu dis qu'il n'y a pas vraiment de race au Moyen-Âge, mais alors comment est-ce que ces chiens sont désignés dans les textes ? Parce que tu l'as dit, ils ont différentes spécificités, donc différentes quand même caractéristiques. Oui, alors ils ont des noms, il y a une taxonomie, il y a des noms pour désigner les espèces. Il y a des races, mais le terme en tant que tel n'existe pas, la catégorie n'existe pas, mais ils sont bien désignés par un nom. On a les alanos, les galgos, les mastines par exemple, et qui sont identifiés selon leurs caractéristiques physiques et selon leurs aptitudes aussi. J'en profite juste, voir que tu parles des galgos. Alors, aujourd'hui, en fait, là, au XXIe siècle, les galgos sont une situation assez préoccupante, j'ai vu en Espagne. Alors, je vous renvoie vers un podcast qui parle des chiens, en général, ça s'appelle Chou, C-H-U-U. Maud, sa créatrice, a consacré un épisode sur ces galgos martyrs d'Espagne, parce qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, leur situation est vraiment, vraiment très problématique. Et il y a une vraie maltraitance de cette espèce aujourd'hui, et il y a des associations qui essaient de les sauver. Donc, je mettrai en lien de la description de l'épisode, de cet épisode-là que je vous conseille d'écouter. Voilà. Bon, là, bien sûr, on parle du Moyen-Âge, donc on n'est pas sur la même chose, mais je devais quand même de préciser ça. Et j'ai une question aussi un peu toute simple. Est-ce que c'est plutôt des mâles ou des femelles, le chien, qui sont utilisés, ou c'est pas spécifié ? Les mâles et les femelles sont utilisés. Il me semble que les femelles sont valorisées parce qu'elles sont plus féroces.
Et toi, donc, Marthe, tu as étudié vraiment comment, dans ces traités de chasse hispaniques, se construit un savoir sur les animaux. Alors, j'avais fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 23, avec Johan, où on parlait du savoir sur les animaux. Et là, c'était vraiment le côté plus encyclopédique, bestiaire en général. Là, on est un peu plus spécifique, dans un domaine plus spécifique. Du coup, comment est-ce que se construit le savoir zoologique sur les chiens de chasse ? Alors, ces chiens, ils sont importants parce qu'ils sont indispensables à cette pratique de la chasse. La vénerie n'a pas une fonction de subsistance, c'est une pratique aristocratique et à ce titre, elle a une dimension ostentatoire. Elle est l'occasion pour les seigneurs de faire une démonstration de leur pouvoir, de leur faste. Et pour cette raison, il est absolument primordial d'avoir des chiens de chasse qui soient imposants, qui soient beaux. L'aspect esthétique est très valorisé. Il faut que leur comportement répondent tout à fait aux attentes du seigneur. Il faut à la fois préserver leur instinct carnassier et puis en même temps, ils doivent être obéissants. C'est pour ça que la chasse et les traités de chasse en particulier sont le lieu du développement de la cynologie, c'est-à-dire la science des chiens de façon générale. Ça renvoie à toutes les connaissances à la fois théoriques et pratiques et les techniques qui sont relatives aux chiens, à leur sélection et à leur reproduction, à leur entretien, à l'hygiène, à leur préparation physique, mais aussi à leur dressage et bien sûr aux soins de leurs maux, donc de leurs maladies ou de leurs blessures. Il s'agit donc d'un savoir-faire qui est fondamentalement pratique, qui est empirique, qui repose sur l'observation. Et puis, ce savoir-faire pragmatique, empirique, devient un savoir en quelque sorte scientifique dans l'écriture de ces traités, dans lesquels il est consolidé par des bases théoriques scientifiques. Là, on est loin des considérations morales qu'on peut retrouver justement dans les encyclopédies ou dans les bestiaires, où là, c'est un savoir un peu théorique sur les animaux. Non, là, avec toi, aujourd'hui, on est vraiment dans du 100% concret, quoi, quasiment. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que les traités cynégétiques, les traités de chasse, sont une source vraiment singulière parce qu'ils offrent une lecture des animaux qui n'est pas allégorique, qui n'est pas symbolique, comme souvent dans la littérature médiévale, mais c'est bien une approche très, très pratique et pragmatique des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, dans ces traités sur, par exemple, la façon dont on soignait les animaux ? On apprend par exemple à soigner les blessures, à remettre en place une patte qui s'est déboîtée, mais on apprend aussi à soigner des plaies. Donc là, les auteurs ont recours à un certain nombre d'éléments d'origine animale, végétale, qu'on appelle la materia medica, qui concerne donc tous les ingrédients qui sont utilisés dans ces remèdes. On fabrique des onguents, on peut fabriquer des pilules à base surtout d'éléments végétaux. Donc on utilise de l'anis, on peut utiliser du basilic, du safran, mais aussi du vin, du miel, du vinaigre. Donc voilà, plein de substances très, très diverses. Et est-ce que dans les traités, ils parlent aussi de la relation entre l'humain et l'animal, entre l'humain et le chien, ou est-ce que non, on est concentré plutôt sur les choses un peu, entre guillemets, scientifiques ? Alors la relation entre l'homme et l'animal, elle apparaît un peu en creux. Il faut essayer d'être attentif parce que c'est un aspect qui m'intéresse. Les connaissances sont assez froides. On dit qu'il faut soigner l'animal de cette manière, mais dans certains textes, on trouve des récits de chasse et à travers ces récits d'épisodes bien particuliers, on trouve la mention à tel chien qui s'appelait de cette manière, on décrit son lignage, on décrit son histoire, on présente ce chien de façon héroïque en montrant qu'il a sauvé tel ou tel chasseur. Et de ces récits se dégage une certaine affection pour les chiens et on voit bien à quel point les hommes dépendent en fait de ces animaux qui sont très importants. Rough night, Em. If I get through this without scratching from one end or the other, it'll be a miracle. Then pick you for a hunter. The greatest in the land. My spear never misses. It's not hunting if you pay for it. You as good with a spear as you used to be? No, but I'm still better than you. Come on, boys, let's go kill some boar! Come on, you. Et par exemple, dans ces récits de chasse, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimes bien ? Oui, alors il y a l'histoire de ce chien qui s'appelle Redouane, qui nous est raconté par Fernando de Iranzo, qui est l'auteur d'un traité du XVe siècle.
Et ce chien, Redouane, un chasseur était menacé par une ours qui était en train de devenir très violente. Et l'auteur nous raconte que ce chien, voyant que s'il n'agissait pas, le veneur, le chasseur, allait se faire tout simplement tuer par l'ours. Ce chien, qui était un galgo, s'est pris pour un alano, donc une autre race de chien qui est plus imposante. Et donc l'auteur nous raconte comment est-ce que ce chien s'est jeté sur l'ours pour sauver le veneur. Il ne s'est pas fait tuer par l'ours, mais il en est sorti très très blessé. Et parlons un petit peu de ces traités, donc là des textes en particulier, donc tu travailles sur des manuscrits assez particuliers pour ta thèse. Comment se présentent ces traités de chasse hispaniques ? Alors ces traités de chasse hispaniques, ils ont des formes différentes, puisqu'évidemment, ils sont rédigés entre le XIIIe et le XVIe siècle, donc ils évoluent. On note une évolution formelle. Certains traités sont très organisés, avec des sortes de tables des matières, des paragraphes bien délimités, ce qui permet de faciliter l'accès aux informations, alors que d'autres, à la fin du XVIe siècle, les traités privilégient la dimension esthétique. On en trouve qui ont la forme du dialogue, ce qui permet de lier l'utile à l'agréable. Le contenu des traités évolue aussi. On a, au début de la période, une part très importante qui est consacrée donc à la cynologie, à toutes les connaissances sur les chiens. Et puis, peu à peu, ça devient de moins en moins important. Ça occupe une part de moins en moins importante. Les auteurs aussi, le profil des auteurs évolue. Mais de façon générale, ils ont quelques caractéristiques communes. C'est pour ça qu'on peut parler d'une véritable tradition. Et parmi ces caractéristiques, le didactisme est très important, puisque ces traités démontrent une vraie volonté d'aider le chasseur dans la pratique de la chasse, dans le soin des chiens. Et donc, à ce titre, ils délivrent des informations qui sont fondamentalement pratiques et qui donc visent à aider le chasseur. C'est intéressant aussi qu'on sache qui a écrit ces traités, parce que quand même au Moyen-Âge, on a souvent des textes anonymes et tout ça. Là, c'est intéressant qu'on connaisse les auteurs. Oui, c'est intéressant. Il y a des traités qui sont anonymes, mais pour la plupart, on identifie les auteurs qui s'identifient eux-mêmes dès le prologue. Et c'est intéressant de voir l'évolution. Ces traités sont toujours produits dans un contexte curial. Donc à la cour, ils sont vraiment liés au pouvoir. Au début de la période, donc au XIIIe et XIVe siècle, ils sont produits par des souverains, par des rois, qui les écrivent eux-mêmes ou qui les font écrire. Ils écrivent eux-mêmes ? Ah ouais, enfin, ils disent, moi, souverain machin, je fais ça ? Oui, tout à fait. C'est super. C'est le cas du Libro de Monteria du roi Alphonse XI au XIVe siècle. Et puis, à partir du XVe siècle, ces traités sont rédigés non plus par les souverains directement, mais par leur entourage qui est plus ou moins proche, et puis simplement par des littérateurs qui ne sont pas forcément des aristocrates. Et puis, vers la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, là, ce sont à nouveau des hommes qui sont très proches de la sphère du pouvoir et qui remplissent des fonctions liées à la chasse, qui sont des professionnels de la chasse. Donc c'est un peu écrit par des professionnels de la chasse pour des professionnels de la chasse, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Et le fait que ce soit en langue vernaculaire et pas en latin, parce que normalement, tout ce qui est un peu le savoir, tout ce qui est un peu des choses comme ça, c'est plutôt en latin. Là, ça signifie quoi que ce soit en langue vernaculaire ? Donc la production de ces traités en castillan, donc en langue vernaculaire, s'inscrit dans une généralisation de l'usage de cette langue, du castillan, dans les documents administratifs, juridiques et dans la prose, en particulier la prose historique et scientifique. Donc ça traduit une volonté d'appropriation d'un savoir et d'émancipation des modèles arabes et latins. Et en ce sens, je pense que ces traités s'inscrivent dans un enjeu politique, puisque donc il y a une forme d'émancipation et une forme d'appropriation de ce savoir, qui est intéressant si on s'inscrit dans le contexte de la Reconquête, qui se joue à la fois sur le territoire vraiment ibérique et aussi sur le terrain des idées et de la science. Donc le côté politique et aussi culturel. Oui, tout à fait, c'est lié, là, le pouvoir et le savoir sont intrinsèquement liés. Cela s'inscrit donc dans un processus de laïcisation des sciences, c'est-à-dire que la science passe dans la sphère laïque. Ça signifie pas forcément une diffusion plus large, mais ça montre qu'il y a un changement dans le lectorat. Ça atteste donc de pratiques différentes de la lecture et d'usages différents d'un savoir, de ce savoir en particulier. C'est un savoir qui est progressivement approprié par une élite lettrée et laïque qui est émergente à cette période. C'est des traités qui sont très ancrés localement, qui portent en eux l'empreinte de l'environnement dans lequel ils ont été produits. Ils comportent des renseignements topographiques sur la région, sur comment chasser dans des montes, donc dans des lieux très précis. Ils sont aussi marqués par la faune, et en particulier par les substances végétales, celles qui sont utilisées dans ces traités, mais aussi par les animaux qui sont chassés dans des régions en particulier. Et quels sont les endroits qui sont mentionnés, par exemple ?
Alors, il y a un traité, celui d'Alphonse XI, celui du roi Alphonse de Castille, qui énumère tous les montes, donc tous les lieux où l'on chasse dans le royaume de Castille. Donc, c'est un traité qui est immense, qui est composé de 3 livres, et le dernier est consacré à cette description de toute la faune et de toute la topographie castillane. Il décrit par exemple la Sierra, donc toute la montagne qui entoure Madrid, qu'on voit décrite dans ces traités. Et ces traités, concrètement, est-ce que tu as pu travailler dessus ? Est-ce que tu as pu les manipuler ? Ça ressemble à quoi ? C'est plutôt grand ? Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir en vrai. C'est prévu pour dans quelques mois. Ils sont conservés pour la plupart à Madrid, dans les bibliothèques. Mais par chance, une grande partie de ces traités sont numérisés. Donc on y a accès sur Internet. Il existe aussi des éditions, de très nombreuses éditions qui ont été faites par des chercheurs. Et c'est sur ces éditions récentes que je travaille. Donc ils ont déjà été retranscrits et tout ça, et traduits, ou tu dois les traduire toi derrière ? Non, ils ne sont pas traduits. Moi, je travaille sur les textes en espagnol médiéval. Et l'espagnol médiéval, est-ce que c'est très différent de l'espagnol actuel ? Est-ce que c'est... Parce qu'on sait que, par exemple, le français médiéval par rapport au français normal, il y a quand même plein de similitudes. Mais je sais que, par exemple, l'anglais médiéval est très difficile par rapport à l'anglais actuel. Là, c'est comment pour l'espagnol ? Non, ça se comprend assez facilement quand on parle espagnol. J'ai pas trop de difficultés de ce côté-là. Y cuando les aquellos con sacio después que hubieran casado y demostraron bondad en sus casas, rocíanles los rostros con vinagre en que fueron remojadas reinas de lentejas, y después sofúmenlos con pelos de piernas de caballos y cúbranlos con mantas y envuélvanlos bien hasta que suben. Después déjenlo folgar y limpienlos, y después tomen de las astideras y májenlas y mezclenlas con 2 huevos y con de la manteca y déjenlos a comer, y después háganles beber 2 libras de vino anejo, poco más o poco menos, y échenles en ese vino un poco de pimienta molida. Alors qu'est-ce que tu as comme difficulté dans ta thèse actuellement ? La difficulté principale à laquelle je suis confrontée, c'est celle du caractère transdisciplinaire de mon sujet, puisqu'il est au carrefour de plusieurs disciplines, et que j'ai une formation d'hispaniste, donc je dois me former dans des disciplines qui ne sont pas mes disciplines de prédilection. C'est un sujet qui est au carrefour entre l'histoire, la philologie, la linguistique, mais qui fait aussi appel à des sciences qu'on appelle des sciences dures, comme la zoologie, l'éthologie, la médecine vétérinaire. Ça demande d'emprunter à ces disciplines des outils conceptuels, mais aussi du vocabulaire. Je ne suis pas non plus une spécialiste de la chasse initialement, donc je dois apprendre beaucoup de ça. Pour finir, Marthe, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast. Bon, là, avec toi, elle est bien précise, cette question, mais peut-être, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait étudier des textes hispaniques ? Je crois que pour étudier les textes hispaniques, il faut bien sûr avoir une bonne maîtrise de la langue. C'est primordial. Il faut aussi connaître et comprendre le contexte. C'est évident, à la fois politique, linguistique, social, intellectuel. Et je crois que de manière générale, lorsqu'on étudie un texte, c'est important de le prendre en tant que tel, de considérer que ce savoir est formulé par quelqu'un pour quelque chose et donc il a une fonction qu'il est important, je pense, de prendre en compte. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la chasse et sur les chiens, les toutous de chasse, au Moyen-Âge. Désolée, moi j'aime beaucoup les chiens, je suis un petit peu gaga. Donc merci beaucoup Marthe Tcherbakov pour tout ce que tu nous as apporté comme connaissances, et bonne continuation pour la suite de ta thèse. Merci beaucoup Fanny. Et les auditeurs et auditrices, je vous dis, voilà, comme d'habitude, vous le savez, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr, voilà, il y a un article lié à chaque épisode. Je vous mettrai des conseils de lecture que Marthe vous conseillera. Je vous mettrai des illustrations, vous verrez, il y aura plein de choses. Et si les animaux au Moyen-Âge vous intéressent, alors je commence à avoir fait pas mal d'épisodes, je me rends compte. Alors j'ai fait les dragons, j'ai fait les lions, j'ai fait le savoir sur les animaux en général. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Espagne médiévale, j'ai fait un épisode sur les Juifs de Castille. Et aussi un épisode, alors là c'était au début du podcast, sur les peintres dans la couronne d'Aragon. J'espère que ça vous plaira. Et si vous avez aimé mes podcasts, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, je sais pas moi, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, en disant voilà, voici un podcast sur le Moyen-Âge, j'espère que ça t'intéressera. Et si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, alors je vous explique tout sur mon site passionmédiéviste.fr/soutenir. Actuellement, vous pouvez me soutenir via PayPal ou Patreon. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu le mois dernier: Nicole, Yann, Jérôme, Elodie,
Julie, Marine, Laurent et Zoé. Comme eux, vous pouvez soutenir en me donnant quelques euros par mois pour que je puisse travailler encore plus de temps sur les podcasts. Et aussi, vous pouvez accéder au Discord de Passion Médiéviste, le Discord qui est un peu une sorte de forum pour échanger avec plein de personnes. Notamment, je sais qu'on a pas mal de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont dessus et qui peuvent ainsi s'échanger des petits tips et tout ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre, vous savez comment faire. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter mes autres podcasts. Donc sur le même format que ce que vous venez d'écouter, j'ai Passion moderniste sur l'époque moderne, donc de 1500 à 1800 en gros. Et j'ai aussi Passion antiquité, là, comme le titre l'indique, sur l'Antiquité. Vous les trouvez comme ce podcast sur toutes les applications de podcast. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous allons rester un peu dans le sud de l'Europe. Oui, on a besoin de soleil en ce moment. Nous allons parler des jardins de Toscane. Salut!